On a pris énormément en notoriété. Moi, je l'ai su trop tard, je pense. Physiquement, je sentais que je tenais plus la route. Mais pour en arriver là, c'est que c'est trop tard en fait. Bonjour, je suis Anaïs, directrice générale de l'association Live for Good. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Daphné. Daphné a monté une entreprise d'upcycling dans la mode qui s'appelait Resap et son projet s'est terminé. L'entrepreneuriat, c'est comme ça, c'est une aventure. Parfois ça fonctionne, ça décolle et parfois ça fonctionne pas. Et on va discuter avec Daphné de ce qui se passe justement dans ces cas-là. Salut Daphné. Salut Anaïs. Tu vas bien? Super, et toi? Super. Écoute, on est là pour écouter un petit peu ton histoire qui a connu quelques rebondissements dernièrement. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton aventure entrepreneuriale? Carrément, donc mon aventure entrepreneuriale, elle a commencé il y a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, où j'ai monté une marque d'upcycling, donc avec une amie d'école qui s'appelle Resap. Super. Et c'était quoi l'objectif de cette entreprise? Donc l'objectif de Resap, c'était vraiment de revaloriser le textile. Donc nous, on est parti du constat qu'il y avait beaucoup trop de textiles et en fait, il fallait en trouver une solution. L'industrie de la mode est extrêmement polluante et on voulait chercher vraiment à adresser ce problème. Et tu t'es associée pour lancer ce projet? Exactement, je me suis associée donc, pour lancer ce projet avec une amie d'école. On s'est rencontrés en école d'ingénieur et donc on a partagé à l'époque les mêmes valeurs sur les enjeux de la planète, des humains, etc. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, on a lancé Resap. Trop bien. Et puis là, finalement, Resap s'est arrêté. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi, ce qui s'est passé? Oui. Alors Resap a fermé ses portes en mars 2024, 4 ans après sa lancée finalement. Et c'est multifactoriel. Il y a eu beaucoup de choses, je pense, d'un point de vue business, d'un point de vue humain également. D'un point de vue de business, je pense qu'on n'a pas su trouver le bon business model. En tout cas, le business model qu'on proposait ne fonctionnait pas sur la durée. On n'a pas su, je pense, pivoter au bon moment. Et ensuite, sur l'aspect plus humain, où nous, en tant qu'associés et dirigeants, on se retrouvait plus dans notre manière de fonctionner. Ok. Si on rentre d'abord un peu dans cette partie peut-être business, est-ce que vous aviez déjà eu des pivots? Est-ce que vous aviez déjà essayé de changer les choses? Et pourquoi cette fois-ci, vous n'avez pas trouvé le... C'est là où je dis qu'il y a plusieurs aspects. Je pense qu'on a fait plusieurs pivots où ça a bien fonctionné, mais derrière, l'humain suivait toujours. Et en fait, quand il y a eu ce moment un peu critique où ça fonctionnait plus au niveau business et au niveau humain non plus, ça fonctionnait plus, on n'a pas su rebondir vraiment correctement. Okay. À quel moment est-ce que tu dirais que tu as su que ça n'allait plus ou que ça allait être difficile? Très bonne question. Je sais. Alors, est-ce que j'ai su à un moment donné que ça allait plus? Moi, je l'ai su trop tard, je pense. Je l'ai su trop tard parce que physiquement, je sentais que je tenais plus la route. Okay. J'étais extrêmement fatiguée, je dormais plus la nuit et je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Bien. Je dors très bien. Et là, à partir du moment où je sentais que mon sommeil était quand même affecté et physiquement, j'étais vraiment pas bien, ça allait plus. Mais pour en arriver là, c'est que c'est trop tard en fait. Et sur le modèle économique, donc on le sait, l'upcycling c'est un challenge. On a plusieurs projets à Live for Good qui sont sur cette thématique et qui cherchent encore les modèles qui soient équilibrés, viables, durables. Est-ce que là-dessus, tu aurais des conseils pour des structures qui se lancent sur ces thématiques, en tout cas de l'upcycling, ou des choses que vous aviez un peu déjà craqué quand même dans votre modèle? Nous, je pense que où on a perdu le fil sur le modèle économique, c'est qu'on a à un certain moment arrêté d'écouter en priorité, principalement notre cible. Je pense qu'il y a eu une bascule où à un moment donné, on a pris énormément en notoriété et on s'est un peu déconnecté de notre réalité, alors que quand on s'est lancé, on était vraiment tout le temps sur le terrain. On était tout le temps en contact avec nos clients, qui achètent, pourquoi. Certains sont même devenus des amis, des gens que je continue à côtoyer aujourd'hui. Et en fait, il faut pivoter avec sa cible, l'écouter en permanence, pivoter avec elle, et voilà, et pas avoir peur de changer, quoi, pas avoir peur d'avancer, de tout recommencer. Nous, typiquement, à la base, on était partis sur de la revalorisation textile purement, et à la fin, on s'est retrouvé à être une boîte qui faisait du team building et de la sensibilisation autour de la revalorisation du textile. Et du coup, tu dis effectivement le message, c'est finalement rester proche de sa cible, rester proche du problème qu'on cherche à résoudre plus que de sa solution. Finalement, comment tu as vécu de pivoter autant la structure? Est-ce que aussi tu continuais toi à t'y retrouver dans ce projet, dans les différentes formes que la réponse au problème de ta cible prenait? Le pivot pour moi doit toujours être bras dessus bras dessous avec ses valeurs. Okay. À partir du moment où le problème qu'on adresse, c'est un problème qui est en lien fort avec ses valeurs, etc., et que tout est toujours extrêmement lié, la forme en soi
à titre perso, la forme, moi, je m'en fiche un peu. Oui. Mais le fond, c'est ce qui reste le plus important. Si par contre le fond change, là, je m'y retrouve plus. Oui, en fait, il faut que ça reste le problème auquel on s'adressait, donc résoudre ce problème-là, avec les valeurs qu'on avait et qui on est. Et à partir de là, par contre, finalement, le comment importe un peu moins. Exactement. Tu parlais aussi des difficultés plus humaines, des challenges en tout cas que vous avez pu avoir en tant qu'associé. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu as apprises de ça ou des conseils que tu souhaiterais donner par rapport à cette relation d'associé ? Je pense que, par rapport à la relation associée, c'est vraiment pas à minimiser. Moi, je pense que j'ai minimisé le chantier, on va dire que c'est, en disant que non, j'en ai pas besoin. De toute façon, on s'entendait super bien, on s'entend super bien, et j'en ai pas besoin. Et je pense que quand on rentre dans une relation vraiment associée, surtout avec des personnes qu'on connaît d'avant, c'est hyper important de travailler cette relation, mais vraiment sur la continuité. Du début et faire des check-up réguliers, est-ce que tout va bien, est-ce que toujours aligné, oui, non, pourquoi, et rester toujours à l'écoute des uns et des autres. On dit toujours que la communication est la clé, mais je pense qu'on oublie à chaque fois que dans la communication, il y a aussi parler et écouter, et en fait les deux sont extrêmement importants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester faut pas juste communiquer pour communiquer, il faut communiquer pour mettre des choses en place. Okay. Donc finalement, vous vous y retrouvez plus dans le modèle économique, vous vous y retrouvez plus dans le binôme associé, vous arrivez à la conclusion qu'il faut arrêter le projet. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous décidez concrètement de faire à ce moment-là ? Très simplement, on décide de fermer l'entreprise et de la liquider. D'accord. Comment ça se passe, ça, très concrètement, pour un entrepreneur qui aujourd'hui serait en difficulté Alors là, on va rentrer dans l'aspect un peu plus technique que j'ai appris sur le tas finalement. Il y a plusieurs façons de fermer son entreprise. Quand tout va bien financièrement, il suffit simplement de faire une liquidation classique. S'adresser au tribunal de commerce et puis leur dire je vais fermer ma boîte, tout est fermé, on regarde si le passif et les actifs on est ok et puis ça se conclut. Si par contre on a des petits soucis financiers, ce qui était le cas de RISAP, là on passe en liquidation judiciaire où là par contre il y a un liquidateur qui est nommé et qui va s'occuper vraiment de fermer la structure. D'accord. Comment tu l'as vécu cette période-là où du coup tu es confronté au tribunal de commerce, accompagné par un mandataire, un administrateur judiciaire ? Comment ça se passe pour toi à ce moment-là ? Alors, pour le coup, c'est pas moi qui ai fait toute cette partie-là, c'est le président qui, lui, est président de la société, qui est, lui, complètement en lien avec le liquidateur et il gère toute la fin. Mais grosso modo, je pense que c'est plus dur mentalement, moralement, que dans l'aspect administratif. Je pense que quand on a montré une entreprise, le plus dur est avant. La fin, je pense, c'est vraiment de l'administratif pur, donc c'est l'administratif. Il faut y passer. Et alors justement, sur cet aspect un petit peu moral, comment aujourd'hui tu le vis, comment tu rebondis par rapport à cette aventure qui se termine ? Très bonne question, Anaïs. Très bonne question. Moralement, ça a été très difficile. Honnêtement, ça a été très difficile, plus dans le sens où, en fait, finalement, je me suis énormément investie et j'avais le sentiment d'avoir, et encore aujourd'hui, je pense qu'il faut que je continue à prendre du recul sur tout ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Plus que j'ai investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de choses qui ne sont pas palpables, on va dire, et pas avoir de retour sur investissement. Je pense que pour moi, ça a été le plus difficile. Mais je prends le temps d'accepter tout ça et prendre une bonne pause, vraiment me reposer. C'est important, je pense, pour moi, de vraiment me reposer, de poser le tout et de me dire, OK, maintenant, on fait quoi ? Super. On peut te souhaiter tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup pour toutes tes réponses et ta transparence, de nous avoir partagé tout ça. C'est des éléments précieux pour des futurs et actuels entrepreneurs qui peuvent vivre les difficultés que tu as vécues aussi. Merci beaucoup. Merci Daphné. Sur les réseaux sociaux, dans la presse, on entend énormément parler de réussite entrepreneuriale. On entend parler d'entrepreneurs qui atteignent des sommets, qui ont des résultats exceptionnels. Mais en réalité, l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des victoires et il y a des échecs. Et parfois, comme Daphné, on réalise qu'on doit arrêter son aventure entrepreneuriale. Ce qu'on voit avec Daphné et son histoire, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Live4Good est fier de tous ces entrepreneurs, que le projet continue ou que le projet s'arrête et reste présent à vos côtés pour rebondir, pour trouver une nouvelle aventure, pour un nouveau projet entrepreneurial aussi.